des réserves, des réticences, des critiques des historiens, de certains historiens, à propos du livre. Je prends un exemple, c'est celui de l'historienne Annette Dvorka, qui est une spécialiste en France de la mémoire du génocide et de la déportation, et qui parle, en parlant du livre, qui parle de la Shoah dans le livre de Ricoeur comme son angle mort. Elle utilise cette expression, son angle aveugle. Elle utilise aussi l'expression d'implicite. C'est un implicite toujours là, qui travaillerait souterrainement le livre de Ricoeur. Alors, quant à Ricoeur, il a souvent expliqué, et il explique au début du livre, que c'est la question de la mémoire, absente de ses précédents travaux, qui l'a obligé à repenser une question qui traverse toute son œuvre et qui est celle de la représentation historienne du passé. Ce qu'il appelle quelquefois l'énigme de la représentation historienne du passé. Comment l'histoire peut-elle représenter le passé? Et dans cette entreprise, c'est la Shoah qui est un des exemples de référence, en quelque sorte son banc d'épreuves de référence. Alors, qu'en est-il de ce qui serait un abandon du devoir de mémoire chez les Ricoeur? Alors, pour certains historiens, s'ils avancent cette idée d'abandon du devoir de mémoire par Ricoeur, de réfutation, j'utilise leur terme, du devoir de mémoire par Ricoeur, c'est ce reproche, cette critique, et quelquefois, encore une fois, ça tourne à la quasi-accusation, est prioritairement déterminé par la volonté, chez ces critiques, de défendre la singularité de la Shoah. C'est très important, on verra que c'est un point de focalisation très important. Comment penser la singularité de la Shoah? Je prends un exemple, celui de Giovanni Levi, un grand historien que vous connaissez tous, de la Microstoria, qui dit par exemple il faut absolument défendre le devoir de mémoire et la notion de devoir de mémoire parce que la mémoire de la Shoah est de plus en plus déformée et elle menace même de s'effacer. Dans le commentaire qu'il fait du livre de Ricoeur, Giovanni Levi va même très très loin, trop loin à mon sens d'ailleurs, puisqu'il parle, évoquant ce qu'il appelle la critique de la mémoire chez Ricoeur, qu'il met en parallèle d'ailleurs avec des analyses que vous connaissez peut-être, d'un philosophe Giorgio Agamben. Il dit que ces analyses entrouvent les portes du négationnisme. Donc, on n'accuse pas Ricoeur de négationnisme, mais on est sur un terrain extrêmement glissant. De la même façon, pas de la même façon, si je reprends l'exemple d'Annette Dvorka que j'ai cité tout à l'heure, elle pose la question de la spécificité de la mémoire de la Shoah en disant on ne peut pas réduire cette mémoire à n'être qu'une mémoire manipulée ou commandée. Alors, très souvent, dans ces reproches, dans ces analyses critiques, associées à cette accusation ou ce reproche d'abandon du devoir de mémoire par Ricoeur, on trouve très souvent deux autres positions. La première, c'est la nécessité de défendre l'idéal de vérité de l'histoire, qui est, dans ce cas-là, fortement distingué de la mémoire. Deuxième position, qui est souvent associée à ces premières positions, c'est la critique de la thèse de Ricoeur, selon laquelle la mémoire est la matrice de l'histoire, sans racine dans l'histoire. C'est par exemple la position d'un grand historien, vous connaissez tous, je crois, ou la plupart d'entre vous, qui est le grand médiéviste Jacques Le Goff, qui, dans un commentaire là aussi du livre, dit qu'il faut défendre le devoir de mémoire, notamment, je le cite, à l'égard de ce qui fait mal, mais en rappelant qu'il ne faut pas confondre surtout histoire et mémoire au nom de l'idéal de vérité. Alors vous voyez bien que ces trois positions associées ne sont pas très confortables finalement. Parce que si on peut assez logiquement associer la défense de l'idéal de vérité de l'histoire et sa différence avec la mémoire,
la méfiance vis-à-vis de la mémoire ne va pas très bien avec. Il en est de même de la juxtaposition chez le même historien ou chez le même analyste de la défense du devoir de mémoire d'un côté et puis de la méfiance vis-à-vis de la mémoire de l'autre. Alors il faut s'interroger sur ce type d'association que je considère moi comme contradictoire. Alors, cette accusation de ce reproche d'avoir abandonné le devoir de mémoire, on la retrouve sous une forme beaucoup plus virulente chez des philosophes comme Rainer Rochlitz, qui est un philosophe français spécialiste d'Habermas, et donc que je le cite parce que Ricoeur va en parler. Mais c'est un soupçon, et il associe souvent cette critique, abandon du devoir de mémoire, avec ce qu'il appelle le retour au positivisme de Ricoeur. Retour au positivisme, dans son esprit, c'est de dire que Ricoeur se serait éloigné d'une thèse très fameuse, qui est le lien qu'il a établi dans un livre antérieur, qui s'appelle Temps et récit, merci François, le lien établi entre l'histoire et la narration, l'histoire et le récit. Ricoeur se serait éloigné de cette année. Alors on retrouve ce genre d'association, là aussi, de positions chez les historiens, Giovanni Levi, que j'ai déjà cité, chez une autre historienne que certains d'entre vous connaissent peut-être également, qui est Régine Robin. Mais parmi les historiens qui mettent le plus nettement en opposition histoire et mémoire, et souvent devoir de mémoire et devoir d'histoire, on trouve quelqu'un comme René Raymond, grand représentant de l'histoire politique en France, qui n'a d'ailleurs pas parlé du tout du livre de Ricoeur, entre parenthèses, aucun compte-rendu, aucune allusion, mais aussi, peut-être plus étonnant, un grand historien que vous connaissez également, qui a été un des champions, en quelque sorte, de la lutte contre le négationnisme en France, dont je crois François a parlé, qui est Pierre Vidal-Naquet, l'auteur des Assassins de la mémoire, qui, je le cite, se déclare entièrement aux côtés de Ricoeur dans cette opposition entre devoir de mémoire et devoir d'histoire. Je ne suis pas sûr, et je suis même certain que Ricoeur ne se retrouve pas tout à fait dans cette opposition très brutale entre devoir de mémoire et devoir d'histoire. De la même façon, et là j'ai un désaccord avec mon ami François Dos, cette opposition, en tout cas distinction très forte entre l'histoire et la mémoire, on la retrouve dans un texte qui a été un des grands textes de la polémique de 2005 sur la loi, sur une loi mémorielle, dans le texte de l'association Liberté pour l'Histoire, qui est maintenant animée par Pierre Nora, avec une expression un peu brutale, l'histoire n'est pas la mémoire. Donc, si vous voulez, cette position de méfiance, de retrait vis-à-vis de la mémoire par de nombreux historiens, elle est très répandue. Elle est très répandue, on pourrait citer beaucoup d'historiens, parmi les plus importants. Je pourrais citer également, quelque part, Christophe Comian, par exemple, qui est aussi un grand historien, qui défend nettement la rupture avec une histoire qui, je le cite, a la mémoire formatrice. Donc là, l'opposition avec une des thèses, j'aviendrai cardinale, centrale de Ricoeur, la mémoire c'est la matrice de l'histoire, est très nette. Alors, on voit se dessiner un autre type de positionnement de certains historiens qui est différent de celui dont j'ai déjà parlé et qui allie, qui associe, premièrement, un durcissement de la mise à distance de la mémoire, voire de la méfiance vis-à-vis d'elle. Deuxièmement, une critique du devoir de mémoire en insistant sur les abus de mémoire. Et troisièmement, une défense stricte du projet d'objectivité et de vérité de l'histoire. Et ce type de position, qui est à mon avis certainement la position moyenne de beaucoup d'historiens en France, reflète également une méfiance très traditionnelle chez les historiens français, et qui à mon avis n'est pas propre aux historiens français, qui est une méfiance vers toute démarche de type philosophique,
de type métahistorique, comme Ricoeur l'amène dans son livre. Alors, donc Ricoeur se trouve en quelque sorte en porte-à-faux vis-à-vis de différentes positions d'historiens critiques envers le livre. Bon, en général, ils ne sont pas entièrement critiques, bien sûr. Encore une fois, ce sont des positions qui associent reconnaissance, aspect positif, mais aussi critique. Puisque Ricoeur défend à la fois la position selon laquelle il ne faut pas couper l'histoire de la mémoire, mais en même temps, il propose de préférer la notion de travail de mémoire à celle de devoir de mémoire. Alors, il a répondu, bien sûr, à ces accusations, enfin, en tout cas, quand elle prenait des formes assez virulentes, hein, comme dans le cas du philosophe et de l'utilité Rainer Reuschwitz. Voici par exemple ce qu'il déclare à ce propos, je cite la Ricoeur, contrairement à ce que l'on m'a reproché, par exemple, Rainer Reuschwitz, à la suite de ma conférence à la Sorbonne publiée dans Le Monde, je dis bien qu'il y a un devoir de mémoire. Je dis bien qu'il y a un devoir de mémoire. Il y a dans ce que dit Reuschwitz un soupçon infâme d'antisémitisme. Un soupçon infâme d'antisémitisme. C'est tout le contraire qui se passe, parce que quand je dis il ne faut pas se laisser intimider par le malheur, sous-entendu le malheur juif, je dis il ne faut pas que les juifs se laissent intimider par le malheur. Alors, dans le livre, et là je vais regrouper certains points développés par le professeur Queneau et François, Ricoeur analyse finement les modalités des usages et des abus de mémoire. Ce qu'il nomme la mémoire empêchée, par le refoulement, la résistance, etc. La mémoire manipulée, par les diverses instrumentalisations idéologiques, politiques, et la mémoire qu'il appelle abusivement obligée. La mémoire obligée par la frénésie des commémorations, la prolifération des mémoires particulières, et qui relève, là, cette mémoire obligée, de l'injonction de se souvenir, souviens-toi, du devoir de mémoire. Or, faut-il le rappeler, Ricoeur commence par défendre et justifier théoriquement le devoir de mémoire. D'abord parce que le devoir de mémoire, c'est un devoir de justice. C'est, dit, un impératif de justice qui renvoie, je le cite, au devoir de rendre justice par le souvenir à un autre que soi. Et ensuite, parce que nous avons une dette, nous sommes dette, que François a évoqué, est extrêmement important, envers ceux qui nous ont précédés, et en priorité, dit-il, aux victimes. Donc, Ricoeur ne reprend pas du tout, si vous voulez, toutes ces thématiques qu'il appelle, lui, les usages indiscriminés, de la thématique des abus de mémoire. On le verra, au contraire. Et puis, je voudrais rappeler aussi rapidement que cette thématique n'est pas propre. Elle a été développée notamment de façon précoce, ça que vous en avez parlé, par notamment Zveta Todorov, mais par d'autres aussi, par d'autres historiens. Ce que Ricoeur dénonce dans ce qu'il appelle les abus de mémoire, c'est, je le cite, et c'est très important de comprendre ce qu'il veut dire, la transformation du devoir de rendre justice par le souvenir aux autres, et aux victimes, bien entendu, à ce qu'il nomme transformation en une direction de conscience qui se proclame elle-même porte-parole et demande justice des victimes. Ce qu'il dénonce dans les abus de mémoire, c'est ce qu'il appelle la captation de la parole muette des victimes. Par définition, les victimes, comme Primo Levi nous l'a enseigné, c'est ceux qui ne font pas parole. Ou encore, il parle encore d'une dépossession des acteurs sociaux de leur pouvoir de se raconter eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Osez vous raconter vous-même, dit Ricoeur. Et c'est dans ces conditions, bien sûr, que le devoir de mémoire peut devenir une intimidation vis-à-vis du travail de l'historien. Ricoeur dit encore que peut court-circuiter le travail de l'historien. Et c'est pour ça qu'à cette notion de devoir de mémoire, il préfère reprendre le terme de travail de mémoire qui est décalqué, je n'y reviens pas, ça a été bien développé par le professeur Toupignon, de la notion freudienne de travail de deuil. Je vous renvoie donc à vous exposer précédemment. Et c'est ce devoir, ce travail de mémoire, justement, qui va permettre un rapport critique
et distancié au passé, et de neutraliser en quelque sorte l'aspect névrotique du devoir de mémoire. Donc, il ne faut pas parler d'abandon du devoir de mémoire chez Ricoeur. Au contraire, à l'inverse, il dit il faut résister, là c'est une citation de Ricoeur, il faut résister à la substitution du devoir de mémoire au travail de mémoire. C'est-à-dire que c'est le devoir de mémoire qui, c'est la substitution du devoir de mémoire au travail de mémoire qu'il faut combattre. Il renverse la position. Et il explique bien qu'il s'agit, et là encore ça a été bien développé par le professeur Picou, qu'il faut, le terme qu'il utilise, c'est qu'il faut retourner la mémoire en projet. Il faut retourner la mémoire en projet grâce à ce qu'il appelle, et ça c'est extrêmement important, à la force fédérative du devoir de justice. Seul le devoir de justice peut fédérer justement ce travail de mémoire. Et dans cette perspective, bien sûr, le devoir de mémoire a tout à fait sa place en tant qu'impératif de justice. Et il s'avère, je le rappelle, c'est les mots mêmes de Ricoeur, c'est pour ça que évidemment l'accusation de l'abandon de mémoire me fait quand même sursauter. Il dit, c'est en tant qu'impératif de justice que le devoir de mémoire va s'intégrer comme troisième terme au travail de deuil et au travail de mémoire. Donc on est loin d'un abandon du travail de mémoire. D'autant plus que cette notion de travail, sur laquelle insiste beaucoup Ricoeur, lui permet également de rappeler l'ambition, ce qu'il appelle l'ambition véritative de la mémoire. L'ambition véritative et de fidélité à la mémoire. Mais dans le même temps, elle lui permet aussi d'assurer à l'histoire un espace propre pour son travail critique à l'égard de la mémoire. Et ça, il faut tenir les deux termes pour, à mon avis, comprendre ce que veut dire Ricoeur. Et surtout, surmonter les risques d'enfermement mémoriel avec, et là, je ne développe pas parce que ça a été très bien développé auparavant, une ouverture, une dynamique ouverte sur l'avenir, qui relève là de ce que Ricoeur appelle la dimension pragmatique de la mémoire. Alors, ce retournement de la mémoire vers l'avenir, en projet, c'est un aspect de l'une des grandes thématiques de Paul Ricoeur, que François connaît bien, qui est la thématique de défataliser l'histoire. Défataliser l'histoire, qui est une des grandes constantes de Ricoeur. Mais autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que ce retournement de la mémoire en projet, tourné vers l'avenir, doit permettre également aux acteurs sociaux, et aussi aux victimes, de reconquérir leur capacité à raconter eux-mêmes. Ce que Ricoeur appelle la maîtrise de leur capacité à faire récit. Que la tyrannie de la mémoire, que les abus de mémoire avaient opacifié, avaient rendu même pratiquement impossible. Donc, Ricoeur insiste, il faut tenir les deux dimensions de la mémoire. La dimension véritative, son rapport irremplaçable au vécu, à ce qui a été et qui n'est plus. Et puis, la dimension pragmatique, ses usages, et quitter les abus, les mésusages, les abus de mémoire, pour en faire un projet. Et j'y insiste, il faut tenir ensemble les deux dimensions. Alors, on retrouve, là je vais aller peut-être un peu plus vite, on retrouve dans le recours généralisé que Ricoeur fait aux catégories de la psychanalyse, pour mieux penser justement le travail de mémoire, ce type de raisonnement en tension entre prendre en compte ce qui est hérité et la nécessité de se projeter vers l'avenir, qui est très caractéristique de la manière de Ricoeur. Alors, Ricoeur légitime la transposition des catégories psychanalytiques de l'individuel au social. Il y a beaucoup d'arguments pour cela, je ne vais pas tous les développer. Il y en a un qui est très fort, à mon avis, c'est, dit-il, la constitution, tout simplement, bipolaire de l'identité. Identité personnelle et identité communautaire, collective, toujours intriquée. Donc, ce qui est utilisé par les analystes comme catégorie, pour faire ce travail de mémoire, peut tout à fait être déplacé, transposé, dit-il, dans le domaine du collectif, du social.
Mais au-delà, donc il y a beaucoup de développement sur la mémoire bréchée, résistance, refoulement,